Bonjour à tous. On va commencer à parler avec Chantal. Chantal qui est une sympathisante gilet jaune constituant. Donc maintenant tu es retraitée. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais enseignante dans l'éducation nationale et après avec des associations d'éducation populaire. Et aujourd'hui, tu as envie de nous parler du travail de Bernard Friot. Oui. Donc Friot, ça s'écrit F-R-I-O-T. Oui. Vous trouverez facilement des conférences aussi de lui sur YouTube. Et plein de livres. Et plein de livres, c'est vrai, que tu vas pouvoir nous présenter. Alors là, c'est Bernard Friot, Vaincre Macron, c'est son dernier livre. Non, il y en a. Non. Celui-là, il a été repris. Attends, tu peux toucher pas. Le travail en jeu. Le travail en jeu des retraites. Donc ça, c'est son... Il l'a repris pour le faire reparaître une autre fois. Là. Ok, bon, je présume que tu nous conseilles la lecture de ces livres, du coup. Oui, évidemment. Alors, qui est Bernard Friot? Alors, Bernard Friot, c'est un économiste et un sociologue en retraite maintenant, qui a travaillé à Nancy et à Paris quand il a été sociologue. Il a abandonné l'économie parce que je pense qu'il avait marre d'être confronté à l'économie capitaliste. Et donc, voilà, il n'a jamais quitté son esprit d'économiste quand même. Et il a travaillé pour le CNRS, je crois, non? Je sais pas. Il me semble qu'il a bossé pour le CNRS, il faudrait vérifier. Oui. Donc, tu vas nous parler de l'histoire ouvrière depuis la fin du 19e siècle, pour montrer les conquêtes ouvrières révolutionnaires qui ont eu lieu à cette période. Et Bernard Friot, c'est celui qui fait le lien entre cette histoire révolutionnaire et nous. Je te laisse la parole. Voilà, donc j'ai fait une petite introduction à toi Bernard qui m'aide à comprendre que le communisme ce n'est pas un idéal, pas un État, c'est le chemin qui sort du capitalisme. Et à partir du réel, tu penses non pas contre le capitalisme, mais sans le capitalisme. C'est ça ce que je trouve super intéressant. Alors bon, quand j'ai parlé avec des copains, et les copains me disent le capitalisme c'est un système, il n'y a qu'à changer de système. C'est un système qui fait des complots contre les peuples et qui produit des victimes. Un système où il n'y a qu'une seule classe, la bourgeoisie, broyeuse et totalitaire. L'objectif d'une telle affirmation, à travers ce terme suffisamment imprécis, le système, fait taire et impose sa force pour nous dominer. Une telle affirmation est dangereuse. Elle cache ce que les travailleurs organisés ont commencé à construire, une alternative révolutionnaire au capitalisme, un chemin concret, réel, qui sort du capitalisme. Voilà. Et je répète que le communisme, c'est pas un idéal, c'est pas un État. Voilà. C'est ce chemin qui nous sort du capitalisme. Donc, alors, juste pour savoir, quelle différence tu fais entre le fait de définir le communisme comme un chemin pour sortir du capitalisme, plutôt que de le définir comme un anticapitalisme. J'ai compris ça, je ne sais pas si... Est-ce que tu peux développer cette idée-là? Parce que l'anticapitalisme, je vais contre. Mais c'est pas, je pense moi que non seulement ça ne me permet pas d'avancer, de penser contre le capitalisme, mais de le penser... penser en dehors du capitalisme. Oui, pour sortir du capitalisme, c'est ça. De penser en dehors et pas avec lui, mais en créant quelque chose à côté, peut-être. Non, pas à côté, parce qu'il faut quand même... À côté où... faut se frotter à lui, mais j'ai pas envie. Dans la pensée. Dire non à quelque chose, ça n'a jamais entraîné des gens dans des désirs de continuer sur une révolte. Une révolte, je crois que ça va pas. Tandis que de dire oui à cette volonté-là de sortir du capitalisme, ça me paraît plus profitable. Oui, donc ça veut dire que quand on se définit comme anticapitaliste, malgré tout, on n'est que dans la réaction quand même, malgré tout, au capitalisme. Et on continue, en étant anticapitaliste, en fait, on continue à se définir
d'après la société capitaliste. Exactement. Et probablement que le nouveau parti anticapitaliste, qui n'est pas si nouveau que ça, devrait avoir ce type de réflexion. Oui, je pense aussi. J'imagine. Mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y en a énormément. Donc, je continue, parce qu'il y en a un petit moment. J'ai adhéré au PCF en 69 jusqu'en 81. C'était un parti révolutionnaire à l'époque qui affirmait avec la CGT, pour changer la vie, il faut changer le travail. Et moi, j'entendais le travail au sens de l'activité concrète, au sens du travail concret, au sens du contenu, par exemple, dans mes cours. Et je m'appliquais à accompagner les enfants dans la conquête de leur intelligence, en collaboration avec les autres enfants. Pas pour en faire des victimes, mais pour en faire des conquérants. J'avais déjà ça dans ma tête. Alors, oui, et là-dessus, j'écoutais le discours des Pinsons de Charlot, et je regardais les films de Ken Loach, pour lesquels il faut toujours un mouchoir, parce que les travailleurs, c'est toujours des gens sur lesquels on pleure, des victimes. Et les uns et les autres envoient aux victimes de la classe ouvrière. Les Pinsons de Charlot n'envisagent qu'une classe pour soi, la bourgeoisie qui a tous les pouvoirs. Les 90% restants ont le nombre, c'est nous, hein, les 90% restants avec les Charlot. Mais c'est sans doute le nombre qui fera notre force. Mais pourquoi faire? Voilà. Est-ce qu'on va sortir du capitalisme par le nombre? Voilà. Et j'ai vécu avec les Gilets jaunes, tous ou presque voulaient abattre le capitalisme, et la seule réponse qu'ils construisaient, c'était de prendre le pouvoir politique par une insurrection. Ça a loupé à coups de grenades lacrymogènes et de tirs de LBD. Et je crois que les manifestations de rue ne construisent rien. Alors, au cours de stages de formation des OS chez Renault, dans l'atelier de transmission, et de rencontres avec des représentants syndicaux, CGT, CFDT à l'époque, je disais, il faut prendre le pouvoir économique dans l'entreprise. C'est vous qui produisez, c'est vous qui faites que les patrons s'enrichissent avec votre travail. Mais je me dis, mais de quel travail parlait-on? Moi, j'étais dans un atelier de transmission, donc ils faisaient les transmissions, ils faisaient des rotules. Ça, c'était la production concrète. Mais ce n'est pas de ce travail-là avec lequel les capitalistes s'enrichissent. Hein. Le travail qui produit de la valeur pour le capitalisme et qui va se traduire éventuellement par du salaire, du profit, de la monnaie. Alors, c'est Usul, je ne sais pas si vous connaissez Usul. Oui, c'est un youtubeur qui bosse maintenant pour Mediapart. Pour Mediapart. C'est lui qui m'a montré l'idiotie de ce travail. Il disait, quand je tombe à pelouse chez moi, je ne travaille pas. Et il disait, si c'est un jardinier de la ville qui vient tondre la pelouse chez moi, il dépense, parce qu'on parle de la dépense publique. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Et si c'est un travailleur de chez Veolia qui vient faire le travail de ma pelouse, tondre ma pelouse, il travaille, lui. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, hein? Et c'est là que m'est apparu que ce n'est pas le contenu du travail qui décide que c'est du travail. Tous les trois tondent. Ce qui vaut, ça n'est pas ce qui est utile socialement. Une partie de l'activité est reconnue comme productive de valeur économique. Une partie seulement. Et en 1990, à cette époque, il était très content, poussé par l'idéologie réformiste à cette époque-là, de se dire que l'origine du pouvoir des grands patrons de chez Renault était dans l'argent et que le lieu de la lutte des classes consistait en une meilleure répartition de la valeur. On va aller chercher l'argent où il y en a. Et quand on avait dit ça, on avait tout dit. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Comment on serait allé chercher l'argent chez les patrons, hein? Mais on oublie pourquoi les riches sont riches. Pourquoi les riches sont riches? Une très bonne question. Tu vas nous dire ça. Je vais te dire ça. Et la bourgeoisie, elle m'a pas dit à l'aristocratie, je vais te prendre tes sous. Quand la bourgeoisie a commencé à vouloir devenir prendre le pouvoir, c'est pas avec les sous qu'elle a pris le pouvoir. Elle lui a dit, je travaille plus pour toi. Je veux plus faire la corvée pour toi, qu'elle a dit à l'aristocratie. Elle va faire travailler avec le patrimoine qu'elle accumule, je parle de la bourgeoisie, grâce aux ouvriers qui travaillent pour elle,
elle va instaurer sa domination sur les ouvriers qu'elle rassemble, en leur disant « Vous serez plus des serfs attachés à votre lieu de naissance, vous serez des travailleurs libres sur le marché du travail. » Pour eux, c'était révolutionnaire. Eux qui étaient à vie sur un territoire donné et qui ne pouvaient plus en bouger et qui devaient aller travailler pour l'aristocratie, c'était révolutionnaire pour eux, pour les travailleurs d'entendre ça, pour les serfs d'entendre ça. Ils allaient changer de lieu, ils allaient pouvoir se vendre où ils voulaient. Il y avait une sorte de liberté. Oui, c'était présenté comme ça. Hein. Et la révolution, la prise de pouvoir politique, n'est arrivée qu'après l'installation du pouvoir économique de la bourgeoisie. C'est pour ça, je me dis, c'était une classe révolutionnaire à un moment, la bourgeoisie. Et elle ne l'a pas fait en prenant les sous de l'aristocratie, comme nous, on est en train de nous dire en ce moment, bon, faut aller prendre les sous des capitalistes, hein, et puis on va s'en tirer comme ça. C'est pas comme ça qu'elle a fait. Et si nous étions capables, nous, les salariés, de dire et de faire, nous ne travaillons plus pour toi, bourgeoisie. Alors là, je reprends les actes, parce que c'est à partir de là, à partir de tout ce qui a été posé comme acte qui a permis à la classe ouvrière de devenir non seulement la classe des salariés, mais aussi de se sortir de l'exploitation capitaliste. À la fin du XIXe siècle, prenons le cas des canuts à Lyon. Le travail et les travailleurs sont invisibles. Ils travaillent avec toute leur famille dans des lieux, hein, les petits y compris sous les métiers. Hein. Ils travaillent avec toute leur famille dans des lieux insalubres, sur des métiers à tisser, sans pouvoir compter leur temps. Les capitalistes, qu'on appelait les soyeux, ne veulent pas être englués dans un territoire. Ils veulent pouvoir mettre leurs capitaux là où ça rapporte et sûrement pas s'investir auprès de collectifs de travail. Et l'organisation du travail, ça ressemble à un triangle. En haut, il y a les capitalistes qu'on appelle les soyeux. Sur le côté, là, il y a un marchandeur qui est celui qui va employer, c'est lui qui va être responsable du travail de tous les ouvriers qui vont se trouver là. Et là, il y a des grappes d'ouvriers qui vont travailler sur un métier à tisser, mais le soyeux, le capitaliste, il ne va avoir affaire qu'au marchandeur. Et les ouvriers, s'ils veulent être augmentés, de toute façon, on ne s'occupe pas de savoir s'ils veulent être augmentés, hein, c'est au marchandeur qu'ils ont affaire, et le marchandeur, il ne peut décider de rien, puisque les soyeux, les capitalistes, imposent un prix. Hein. Voilà, ils imposent un prix pour un travail fait. Voilà. Et donc, tout ça, ça se passe, pour les travailleurs, ça se passe dans l'invisibilité du droit. Voilà. Voilà. Ils sont travailleurs, là, mais personne ne sait ce qu'ils font, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de droit qui reconnaissent qu'ils sont des travailleurs, ni des ouvriers. Donc à cette époque-là, il n'y a pas du tout de droit du travail, il n'y a pas de salaire minimum, il n'y a pas de congé payé, évidemment. Le travail des enfants n'est pas interdit. Non, ouais. Non. Les femmes peuvent être payées 2 fois moins cher, 3 fois moins cher que les hommes, je présume. J'ai pas lu ça vraiment. Je pense qu'il devait y avoir une certaine somme remise pour un travail qui était fait. Et puis le marchandeur devait donner l'argent à celui qui remettait le travail. Combien de travailleurs avaient été là-dessus, on n'en sait rien. Par exemple, pour le travail des enfants, de mémoire, je crois qu'un enfant était payé 3 fois moins cher qu'un adulte. Oui. Pour faire à peu près, selon les travaux, les métiers, les activités, c'était pas pareil, mais notamment pour conduire éventuellement des machines, l'enfant pouvait faire le même travail qu'un adulte, mais en tant qu'enfant, était payé 3 fois moins cher. Donc c'était intéressant pour le patron d'employer des enfants. Encore là, tu vois, je pense même pas qu'on en était encore là pour les enfants, parce que le capitaliste demandait un travail et le marchandeur remettait un travail fait. Ça s'appelait le travail fait. Hein. Et ça, il devait payer au travail fait. Il se foutait du nombre de personnes qui avaient travaillé pour faire ce travail-là. Donc voilà. Je dis l'exploitation avant de se masquer, parce que les capitalistes, on ne les voit pas. Hein. Et puis les travailleurs non plus d'ailleurs. Les capitalistes organisent la production, fonctionnant la valeur produite par les ouvriers.
En 1895 naît la CGT. Et c'est contre cette subordination au capitalisme et l'impuissance à atteindre le capitaliste qu'elle va se construire, en proposant la limitation de la journée de travail, en interdisant la sous-traitance. Et cette sous-traitance-là, à cette époque-là, elle s'appelait le contrat de louage d'ouvrage. Et donc, la CGT, qui, avec tous ces gens, il y a eu des tas de grèves, des canuts qui descendaient vers Fourvière et tout ça. Et donc, toutes ces grèves-là, elles ont fait que la CGT s'est trouvée renforcée.